Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 7. Résumé. La République démocratique du Congo fait partie des pays les moins avancés. Sa structure économique est comparable à celle des autres pays de l'Afrique centrale, mais son économie est handicapée par une guerre civile larvée et par un des niveaux de corruption les plus élevés de la planète. La rez-de-chaussée, un des pays les plus vastes et les plus peuplés du continent africain, n'a pas le niveau de vie qui devrait correspondre à ses immenses ressources naturelles, minerais, bois précieux, produits agricoles. L'économie congolaise est une des économies les moins compétitives d'Afrique. Elle occupait en 2008, selon la Banque mondiale, la 178e place, c'est-à-dire la dernière sur la liste des pays du monde évalués selon leur capacité à faire des affaires. La République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, après une période de relatif dynamisme économique, a subi une sévère dépression entre le milieu des années 1980 et le milieu des années 2000, liée aux guerres civiles qui ont ravagé le pays. Avec une croissance économique de 8,2% en 2008 et de 2,7% en 2009, la rez-de-chaussée a ensuite été l'un des pays d'Afrique les plus touchés par la crise de 2008 à 2009. L'agriculture reste le principal secteur de l'économie. Il représentait 57,9% du PIB en 1997 et occupait 66% de la population active. Les principaux indicateurs macroéconomiques sous-tendant les prévisions budgétaires de l'exercice 2017 du pouvoir central se déclinent comme suit. Taux de croissance du PIB, 4,4%. Déflateur du PIB, 6,7%. Taux d'inflation moyen, 30,4%. Taux d'inflation fin période, 28,5%. Taux de change moyen, 1813,4 FC pour le dollar américain. Taux de change fin période, 1934,0 FC pour le dollar américain. PIB nominal, 79 735,10 milliards de FC. En ce qui concerne l'inflation, il y a lieu de noter ce qui suit. L'inflation courte est cumulative avec un taux d'inflation allant jusqu'à 2% l'an. 8. L'inflation rampante ou déclarée avec un taux de 3% à 5% pour les économies développées et 3% à 20% pour les pays sous-développés. L'inflation déclarée ou ouverte avec un taux d'inflation de 20% à 100%. L'inflation galopante ou hyperinflation qui est caractérisée par un taux d'inflation au-delà de 100%. De l'analyse des données statistiques des budgets de la rez-de-chaussée, nous avons constaté que les ressources ne sont pas rationnellement réparties. D'autres ont été créées sans référence à une sensibilisation régalienne, d'où l'absence de la mission pédagogique, ce qui justifie que plusieurs taxes prévues ne sont jamais perçues. Les concepteurs des budgets, qui sont à la fois des exécutants et des bénéficiaires, gonflent l'enveloppe des recettes tout en sachant dès le départ qu'ils ne les percevront pas. Ils les prévoient quand même pour établir seulement un équilibre entre recettes et dépenses. Certaines recettes et dépenses, bien que figurant au budget, ne sont jamais engagées. Elles sont d'office fictives, mais constituent un bienfait pour les responsables budgétaires qui en profitent pour créer des dépassements au détriment de ces postes. En vue d'un avenir meilleur, il est nécessaire de fixer des taxes et des dépenses rationnellement réparties pour ne pas créer de discrimination entre contribuables. Mots-clés: produit intérieur brut, production, inflation, finances publiques et budget. 9. Summary. The Democratic Republic of Congo belongs to the least advanced countries. Its economic structure is comparable with other countries of Central Africa, but its economy is handicapped by a larval civil war and one of the highest levels of corruption of planet. The DRC, one of the most populated and vastest countries of the African continent, does not have the standard of living which should correspond to its immense natural resources, or invaluable wood, agricultural product. The Congolese economy is one of the least competitive savings in Africa. It occupies, in 2008 according to the World Bank, the 178e position, i.e., the last place on the list of the countries of the world considered to get bargain according to their capacities. The Democratic Republic of Congo, DRC, after one period of relative economic dynamism,
underwent a severe depression between the mid-1980 and the mid-2000, because of the civil wars that devastated the country. With an economic growth of 8,2% in 2008 and of 2,7% in 2009, the DRC were then one of the countries of Africa most affected by the 2008 à 2009 crisis. Agriculture remains the principal sector of the economy, accounting for 57,9% of the GDP in 1997, and occupies 66% of the working population. The principal macroeconomic indicators underlying the budget estimates of 2017 of the Central Power are declined as follows. Growth rate of the GDP, 4,4%. Deflator of the GDP, 6,7%. Average rate of inflation, 30,4%. Rate of inflation and period, 28,5%. Average exchange rate, 1,813.4 FC American dollar. Exchange rate and period, 1,934.0 FC American dollar. Nominal GDP, 79,735.0 billion FC. 10. With regard to inflation, it is necessary to note what follows. Short and cumulative inflation with a rate of inflation going up to 2% per annum. The inflation crawling or declared with a rate from 3% to 5% for the economy developed, and 3% to 20% for the underdeveloped countries. The inflation declared or opened with a rate of inflation from 20% to 100%. The growing inflation or hyperinflation, which is characterized by a rate of inflation beyond 100%. The data analysis statistics of the budget of the DRC, we noted that the taxes are not rationally distributed. Others were created without reference to a keenly sensitizing, from where the absence of the teaching mission, what justifies that several taxes envisaged are never perceived. The originator of the budget which are at the same time executant and recipient inflate the envelope of the receipt while knowing upon the departure they will not perceive them. They envisage them nevertheless to establish only one balance between receipt and expenditure. Certain receipt and expenditure, although appearing in the budget, are never committed. They are of office fictitious, but a benefit for the persons in charge of the commune who benefit from it to create goings beyond to the detriment of detestation. For a better future, it is necessary to fix tax and expenditure rationally distributed, not to create discrimination between taxpayers. Keywords: gross domestic product, production, inflation, public finance and budget. 13. Introduction. 1. Aperçu général. Dans le cadre de cette rédaction, nous nous sommes fixés 3 objectifs majeurs. Décrire les structures principales de l'économie congolaise en se forçant, ou en essayant de faire le tableau de sa situation présente. Retracer les évolutions économiques majeures suivies jusqu'à présent et leurs résultats, mais aussi et surtout en analysant les mécanismes qui les sous-tendent. Dessiner les perspectives qui s'ouvrent, et les politiques économiques alternatives qui s'offrent au pays en vue d'amorcer un développement économique durable. Compte tenu de ces objectifs, la tâche, bilan de 40 ans, nous paraît difficile tant il faut concilier clarté, simplicité et objectivité, de façon à ce que l'ouvrage reste accessible à toute personne intéressée, même non encore spécialisée. Mais sans pour autant renoncer, et c'est notre objectif spécifique, à éveiller l'intérêt et l'attention des lecteurs sur les défis économiques qui les attendent. L'importance de cet ouvrage sera donc d'avoir tenté de faire une synthèse de l'économie congolaise pour les 40 dernières années. Pour y arriver, nous nous proposons de jeter de fréquents regards sur la situation économique de la rez-de-chaussée, quelques années avant l'indépendance. Non pas pour faire des comparaisons, mais simplement en guise de référence pour comprendre la suite. Les principaux indicateurs macroéconomiques, sous-tendant les prévisions budgétaires de l'exercice 2015 du pouvoir central se dessinent comme suit. Taux de croissance de PIB, 10,4%, déflateur du PIB, 3,3%. Taux d'inflation moyen, 3,6%. Taux d'inflation fin période, 3,5%. Taux de change moyen, 936,5 CDF USD,
taux de change fin période 943,9 CDF USD. 14. Tableau de la situation actuelle de l'économie congolaise. Monnaie franc congolais, CDF statistique. Produit intérieur brut, parité nominale. 41 027 milliards de CDF en 2015. Produit intérieur brut en PPA 68,69 milliards de dollars rang pour le PIB en PPA 89e. Croissance du PIB 6,4%. PIB par habitant en PPA, 700 $. PIB par secteur. Agriculture, 37,4%. Industrie, 26%. Services, 34%. Inflation IPC, 36,6% 2008. Indice de développement humain, IDH. 0,411 168e en 2007. Population active. 27 300 000 personnes, soit plus ou moins 48% de la population totale. Population active par secteur. Agriculture, 74,4%. Industrie, 7%. Services, 18%. Principales industries. Minière, biens de consommation, brassicole, textile. Manufacturé, ciment, machines. Commerce extérieur. Exportation 10,66 milliards de dollars en 2011. Biens exportés. Cuivre, cobalt, coltan, diamant, électricité. Principaux clients. Belgique 42,5%, Finlande 17,8%, Zimbabwe 12,2%, Chine 6,5% 2004. Importation 1417 millions de dollars, 2002, biens importés. Biens de consommation, biens d'équipement. Principaux fournisseurs Afrique du Sud 18,5%, Belgique. 15. 15,6%, France 10,9%, États-Unis. 6,2%, Allemagne 5,9%, Kenya 4,9%. Finances publiques. Dette publique inconnue. Dette extérieure 12 milliards de dollars en 2005. Recettes publiques 776 932 millions en CDF en 2007, dépenses publiques 784 183 millions en CDF en 2007, aide au développement 2,2 milliards de dollars en 2006. Selon une étude réalisée par une équipe d'experts de la Banque mondiale à la demande du gouvernement congolais, le constat suivant a été fait sur la situation actuelle de l'économie de notre pays. La taille globale de l'économie est inférieure à son niveau de 1958, alors que la population est passée de 15 millions d'habitants en 1958 à plus de 50 millions d'habitants actuellement. Le PIB, produit intérieur brut par habitant en dollars, a été de l'ordre de 117 $ en 1995 contre 377 $ en 1956. Les exportations des biens et services sont tombées de 2,2 millions de dollars à 1,2 million de dollars en 1993 et à 0,8 million en 1996. Les recettes d'exportation habitants ne représentaient qu'un quart de leur niveau en 1958. Le PIB a connu un recul de 49,1% en 1990 à 1994, avec un taux de croissance de moins 6,6% en 1990, moins 8,4% en 1991, moins 10,56% en 1992, moins 16,2% en 1993 et plus ou moins 20% en 1996. La société Gécamine, qui était l'épine dorsale de l'économie congolaise, est pratiquement en faillite. Sa production en 1998 de cuivre n'a pas atteint 10% de celle de 1988. En 1994, la Gécamine a produit 33,725 tonnes de cuivre contre 468,399 tonnes en 1988. Les capacités manufacturières ont été fortement réduites, à la fois du fait d'une politique d'incitation insuffisante et des pillages commis en 1991 à 1993, de guerres qui ont duré depuis 1996 à mai 2003, et de plusieurs poches de résistance à travers le pays couplées de violences sur tous les plans. 16. Le pays connaît une dégradation continue des infrastructures essentielles.
Seulement 20% du réseau routier national est dans un état acceptable, assez bon. Le chemin de fer est partiellement en activité. La circulation fluviale représente environ 10% de son niveau de 1950. Les télécommunications publiques sont dans un état de délabrement avancé. L'urbanisation croissante. Plus de 20 millions de citadins aujourd'hui contre 3-4 millions tout juste à l'indépendance. La mauvaise qualité de l'infrastructure de transport, l'insuffisance des investissements et le caractère inapproprié des incitations ont aggravé les déficits alimentaires. Les finances publiques sont totalement désordonnées. La mobilisation des ressources budgétaires et le financement des services publics sont impossibles. La plupart des entreprises d'État et des institutions financières sont de fait en faillite. La balance de paiement, BP, est structurellement déficitaire. Le Congo est surendetté et a de lourds arriérés de paiement envers l'extérieur. Sa capacité de service de la dette est réduite et il n'a plus de solvabilité extérieure. La dette que doit la rez-de-chaussée à l'extérieur est estimée à 14 milliards de dollars US. Une dégradation de l'investissement en capital humain, formation des hommes. Des écoles et des universités privées se sont substituées à un système d'enseignement public en perdition. Comme peu de Congolais ont les moyens de payer les coûts, l'éducation est allée en diminuant et les inégalités se sont creusées. Les dépenses publiques par tête d'habitant pour les soins de santé sont environ 6 fois inférieures à la moyenne en Afrique au sud du Sahara. Seulement 26% de la population congolaise ont accès aux services de santé. L'accès de la population à l'eau potable et à l'électricité est parmi les plus faibles en Afrique malgré les diverses potentialités. 17. La paupérisation accélérée de la population est consécutive à des décisions économiques et monétaires inadéquates, prises par les autorités publiques ayant provoqué l'inconvertibilité des avoirs en compte bancaire et la pénurie des billets de banque, ce qui a occasionné l'accumulation des arriérés de salaire dans la fonction publique et même dans le secteur des entreprises. Il en a résulté une baisse considérable de la consommation et un renforcement de l'activité économique et du chômage. Comment en est-on arrivé là ? 2. État des lieux des groupes sectoriels et thématiques. La rez-de-chaussée, un des pays les plus vastes et les plus peuplés du continent africain, n'a pas le niveau de vie qui devrait correspondre à ses immenses ressources naturelles, minerais, bois précieux, produits agricoles. En 2016, la République démocratique du Congo est l'un des 10 pays les plus pauvres du monde, et les inégalités y sont très marquées. Environ 80% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté fixé à $2 par jour. Près de 44% des femmes et environ 22% des hommes n'ont aucun revenu. Les disparités régionales sont très fortes, avec un taux de chômage très élevé avoisinant les 40%, des salaires et des prestations sociales dérisoires dans tout le pays. L'économie congolaise est une des économies les moins compétitives d'Afrique. Elle occupe en 2008, selon la Banque mondiale, la 178e position, c'est-à-dire la dernière place sur la liste des pays du monde considérés d'après leur capacité à offrir de réelles facilités pour faire des affaires. La rez-de-chaussée a été le 4e producteur mondial de diamants, un quart des réserves mondiales, durant les années 1980 et cette activité constitue encore le gros de ses exportations. 717 millions d'USD, soit 52% des exportations en 1997. Les principales exploitations de cuivre et de cobalt, un tiers des réserves mondiales, sont régies par une entreprise publique, la Gécamine, ancienne union minière du Haut-Katanga. La production de la Gécamine a continué de baisser au cours des années 2000, en raison de la morosité du marché du cuivre. 18. Si la rez-de-chaussée dispose aussi d'or en quantité importante, elle possède surtout les 3/4 des réserves mondiales de coltan, un composant essentiel pour les circuits des téléphones et des ordinateurs portables. La province minière du Katanga reste une des régions du pays les plus dynamiques, notamment grâce aux activités de l'industriel George Forrest. Quant aux exploitants chinois des fonderies de cuivre du Katanga, ils auraient pris la poudre d'escampette dès que les prix du cuivre ont plongé en raison de la crise économique. Les espoirs de croissance économique reposent sur l'industrie extractrice, en particulier l'exploitation minière, mais cette dernière ne tire que
Partiellement profit de la grande richesse du sous-sol du pays. En 1997, le secteur secondaire ne comptait que pour 16,9% du PIB. La rez-de-chaussée est également un producteur de pétrole, 24 000 barils par jour en 2003, les lieux d'extraction se localisant principalement sur la côte, terminal du port de Banana. La région du lac Albert abrite également un important gisement que l'Ouganda envisage d'exploiter. 19. Tableau général de l'économie de la République démocratique du Congo statistique. Produit intérieur brut, parité nominale. 7,98 milliards de dollars. Produit intérieur brut en PPA 44,44 milliards de dollars, rang pour le PIB en PPA2. Croissance du PIB 6,4%. PIB par habitant en PPA, 700 dollars. PIB par secteur. Agriculture 55%, industrie 11%, services 34%, inflation, IPC 9,9% 2007. Population sous le seuil de pauvreté, indice de développement humain, IDH. 0,411, 168e en 2007. Population active 27 300 000 personnes, soit plus. Ou moins 48% de la population. Total. Population active par secteur. Agriculture 74,4%. Industrie 7%. Services 19%. Principaux clients. Belgique 42,5%, Finlande 17,8%, Zimbabwe 12,2%, Chine 6,5% 2004. Importation 1,417 millions de dollars 2002, biens importés, biens de consommation, biens d'équipement. Principaux fournisseurs. Afrique du Sud 18,5%, Belgique 15,6%, France 10,9%, États-Unis 6,2% 2004. Allemagne 5,9%. Kenya 4,9%. 20. Finances publiques. Dette publique inconnue. Dette extérieure 12 milliards de dollars en 2005. Recettes publiques 776 932 millions en CDF en 2007, dépenses publiques 784 183 millions en CDF en 2007, aide au développement 2,2 millions de dollars en 2006. 21. Chapitre 1er. Histoire économique. De la République démocratique du Congo. 1.1. Avant la colonisation. Avant 1885, l'économie de la République démocratique du Congo n'existait pas étant donné que le territoire actuel de Congo-Kinshasa n'était pas encore défini. Cependant, il reste un espace occupé par les autochtones qui s'étaient organisés çà et là en royaumes et empires. L'activité économique de ceux-ci diffère considérablement de celle du monde moderne. La base matérielle est fortement dépendante de la nature. Le système socio-économique congolais revêt alors plusieurs formes selon que l'on est dans tel ou tel autre coin. Cueillette, pêche, chasse, ramassage et tant d'autres activités constituant autant d'actes économiques que les hommes occupant la superficie actuelle de la rez-de-chaussée pratiquaient. L'histoire de la rez-de-chaussée raconte par ailleurs que les économies de ces différents royaumes et empires étaient florissantes. Elles se sont effritées, comme il fallait s'y attendre, avec le déclin de leurs organisations politiques. Et vite, elles ont été remplacées par celles de l'État indépendant du Congo avec l'arrivée de la colonisation. 1.1. Congo belge, 1908 à 1960. C'est la période pendant laquelle les limites actuelles de la rez-de-chaussée venaient d'être tracées à la conférence de Berlin, en 1885, portant sur le partage de l'Afrique. On parle nettement alors de la naissance de l'économie de la République démocratique du Congo, bien que le pays ne porte pas encore ce nom au cours de la période. Ainsi, l'histoire économique de la rez-de-chaussée commence-t-elle. Le Congo est sous l'égide de Léopold II de Belgique. Certains historiens s'accordent pour parler de lui comme le propriétaire privé de ce jeune État. D'autres, par contre, disent qu'il s'agit d'un bien de la communauté internationale. Peu importe le point de vue adopté, le Congo est à l'époque libérale. De 1885 à 1891,
Le libéralisme économique bat son plein. Le commerce privé est encouragé et entièrement libre, car l'État n'y voit aucun. 22. Inconvénients. Vu la nécessité dans laquelle se trouve la jeune colonie en termes financiers, une rupture s'observe en 1892. Adam Smith et ses idées libérales laissent de plus en plus place à l'interventionnisme étatique. Ce dernier trouve sa raison d'être dans l'énorme besoin de ressources qu'éprouve l'État pour mettre le territoire en valeur. Mais le Congo reste un terrain de jeu où les idéologies économiques changent fréquemment. De 1908 à 1914, le libéralisme fait son comeback. Avec lui, se mettent en place l'exploitation en régie des terres domaniales et le remplacement des prestations en nature pour l'impôt de capitation, des réactions à enregistrer à l'actif des critiques fulgurantes de l'abus des modes d'exploitation directe et au recours au travail forcé par l'État indépendant. Un autre fait saillant de cette époque est la révélation, au Haut-Katanga, de toutes les richesses minières. Cette révélation se doit à Tanganyika Concession, à qui l'on avait confié la prospection par le comité spécial du Katanga sous l'initiative du roi souverain. Néanmoins, celle-ci n'est que la confirmation de la découverte de Cornet, géologue de la mission Bia-Franchi en 1896. Par ailleurs, la rez-de-chaussée se révèle déjà comme une machine consommatrice d'investissement. 6,5% de total des sommes investies en Afrique noire, de 1870 à 1913, s'élevant à 610 millions de livres arrivés au Congo. Le taux annuel de croissance exponentielle de 1920 à 1959 à prix constant est élevé. 4,8% au total et 5,9% pour l'économie moderne, à l'exclusion du secteur de subsistance. Un rythme rapide, soutenu par une période aussi longue, apparaît réellement comme exceptionnel pour les économistes. Pourtant, il ne faut pas négliger les fluctuations importantes de nature conjoncturelle qu'a connues le Congo pendant l'entre-deux-guerres. Néanmoins, cela n'empêche pas l'économie d'être lancée. Cette croissance est tributaire d'une impulsion venant à la fois des publics, privés et missionnaires étrangers. Ces derniers se sont focalisés sur les ressources naturelles, minières et agricoles congolaises. La première vague de prospérité de l'économie congolaise ne dure qu'une dizaine d'années. Elle est forte et intense. L'économie connaît un progrès régulier et rapide. De 1920 à 1929, les économistes ont parlé d'une expansion. La courbe est ascendante, bénéficiant. 23. Également des investissements directs étrangers qui affluent massivement. 35 milliards de francs de 1921 à 1931, soit un tiers de capitaux totaux enregistrés en 74 ans de 1887 à 1959. Les dépenses publiques allouées à l'investissement public passent incognito jusqu'à maintenant, particulièrement dans le cadre de la vision des grands travaux du ministère Franck. Il connaît aussi une forte augmentation des exportations. Ces dernières sont soutenues par une remarquable diversité. Van der Strater a parlé de 6 produits principaux: or, diamant, cuivre, ivoire, copal, produits de l'Éléis. Au demeurant, les années 1920 et 1924 sont à mettre au compte de l'économie de casino, salle de jeu. Le boom économique se ralentit, pour se transformer à la première dépression. Le progrès du cuivre compense partiellement le tassement des autres produits miniers et agricoles. En revanche, c'est une bonne chose pour le pays, le fléchissement est peu conséquent. L'impact n'est pas aussi grand, car 5 ans après ce premier choc de l'économie, la Grande Dépression frappe. Le Congo belge n'est pas à l'abri de la grande crise. L'économie se retrouve fortement endommagée, avec un PIB qui recule au niveau de l'année. La montée en puissance de capitaux n'est plus active, et chute jusqu'à se réduire au niveau zéro. Quant aux finances publiques, les dépenses restent relativement élevées grâce notamment à une forte trésorerie, excédent budgétaire antérieur et au crédit exceptionnel du budget extraordinaire, facteurs qui permettent d'achever le plan de grands travaux. Le déficit budgétaire trouve son explication en partie dans le secteur du transport. En effet, selon André H., la chute des recettes s'est réalisée pendant que les garanties d'intérêt octroyées par l'État aux sociétés du dit secteur ont commencé à jouer. On recourt à l'émission de bons du Trésor pour résorber l'écart budgétaire négatif. Loin d'endiguer le problème,
Les intérêts ont aggravé dans un avenir proche la situation financière déjà précaire. En 1932, les charges permanentes de la dette publique égalent 47% du budget ordinaire. Une année plus tard, elle va absorber 88% des avoirs et les dépenses administratives n'ont plus qu'à être couvertes par les emprunts. L'effet boule de neige s'annonce. La Belgique se voit contrainte de consentir plus d'1 milliard de francs d'aide à sa colonie. Durant les années 1940 jusqu'à la veille de l'indépendance, le pays connaît une poussée considérable de développement des industries. Ce développement doit beaucoup à la guerre, car le pays se voit obligé de 24. Se prendre en charge pour la simple raison que l'Europe ne sait plus l'approvisionner. Il s'affirme depuis l'indépendance sous l'influence partiellement artificielle des quotas à l'importation, de l'impossibilité des transferts, des injections considérables des moyens de paiement et du déplacement des flux monétaires vers des groupes privilégiés de populations autochtones, davantage orientés vers la production locale que les Européens. Elle ne reprend son cours normal qu'après l'orage de 1929. La deuxième vague de prospérité commence en 1945. Une période de prospérité plus nette que la première, malgré les différents aléas conjoncturels. Les exportations ont doublé et les importations ont quintuplé. L'industrie fait de remarquables progrès. Sa production se trouve plus que quintuplée en 10 ans. Les investissements publics, essentiellement dans le cadre du plan décennal, atteignent 64,6 milliards de francs en 1956. Malheureusement pour le pays, la richesse en création va s'estomper vers l'année 1957. Dès les années 1940, dans ce qui était alors le Congo belge, deux tendances indépendantistes importantes se manifestaient dans la capitale Léopoldville. Celle des gens d'en bas, Bas-Congo et Bandundu, parlant le Kikongo et celle des gens d'en haut parlant le Lingala, venant de l'Équateur d'abord et finalement de tout l'intérieur du pays. Dans la première catégorie se forma en 1949 une association d'abord culturelle et finalement politique, l'Alliance des Bas-Congo, ABACO, dont Joseph Kasavubu devint président en 1954, avec le rêve de rétablir l'ancien royaume Congo de l'époque portugaise, en fait celui des Bas-Congo. Cette tendance se durcit très vite et réclama bientôt l'indépendance immédiate, tout en demeurant fédéraliste lorsqu'il s'agit plus tard de discuter du problème du reste du Congo. Les évolués d'en haut, venant de régions plus diversifiées et séduits par le plan de 30 ans pour l'émancipation de l'Afrique, du professeur belge Van Bilsen, publié en 1956, étaient aussi désireux de maintenir le Grand Congo unitaire. Leur manifeste dans ce sens, publié le 1er juillet 1956, fut vigoureusement combattu par l'ABACO dans son assemblée générale du 23 août 1956. Le plan de 30 ans est déclaré utopique. La nationalisation des grandes compagnies vivrières et agricoles comme des parastataux est souhaitable. Puisque l'heure est venue, il faut accorder aujourd'hui même l'indépendance immédiate. 25. La Belgique, qui croyait à la progressivité de la transition vers l'indépendance, organisa les premières élections à l'échelon communal, limitées aux grandes villes en 1957. L'ABACO triompha inévitablement à Léopoldville, et cela impressionna certains unitaristes, tels Patrice Lumumba, un tétéla du Kasaï, intelligent et idéaliste, qui ne tarda pas à fonder son propre mouvement national congolais, MNC Lumumba, plus revendicatif que celui du MNC Kalonji, Albert Kalonji étant aussi un Kasaïen unitariste. Ces jeunes rivalités politiques, confrontées aux structures tribales compliquées du Congo, allaient former un mélange détonnant qui détruirait au bout de 5 années la première démocratie parlementaire congolaise. On ne peut que rappeler ici quelques épisodes saillants. Émeute de Léopoldville, 4 au 7 janvier 1959, provoquée par l'interdiction tardive d'un meeting de l'ABACO. Arrestation de Kasavubu le 12 janvier. Il sera libéré le 14 mars. Le 13 janvier, déclaration gouvernementale annonçant l'intention belge de réaliser rapidement l'indépendance du Congo unitaire. L'ABACO rejette cette déclaration 2 jours plus tard. La suite de l'année 1959 voit d'abord l'autorisation des partis congolais, suivie d'élections générales sur l'ensemble du territoire congolais, marquées par toutes sortes de manœuvres de ces partis dont se dégagèrent 3 pôles.
un cartel de nationalistes fédéralistes formé de 6 séparatistes ou autonomistes dont l'Abaco et le MNC Kalonji. Le pôle du MNC Lumumba est finalement celui de l'homme fort du Katanga, Moïse Tshombe, conscient de la force économique de sa région et de l'intérêt de S'. Entendre avec l'Union minière du Haut-Katanga, tout comme Kalonji vis-à-vis des exploitations de diamants au Kasaï. Parmi les partis qui émergent, on retrouve le PSA, Parti solidaire africain d'Antoine Gizenga, le PNP, Parti national du peuple conduit par Albert Delvaux et Laurent Mbariko, le LUCA, l'Union congolaise conduit par André Peti Tamata et Pierre Mazikita. En 1960, ce sera la tenue de la table ronde de Bruxelles, du 20 janvier au 20 février, où les représentants congolais et belges fixèrent les étapes suivantes. En mai eurent lieu les élections législatives. La première chambre des députés désigne par tirage au sort André Peti Tamata comme le premier président de la Chambre des représentants. Il dirige le bureau provisoire pour valider les mandats des députés élus et l'élection du bureau définitive. Élections 26. Législatives et provinciales qui marquèrent de nouveaux clivages et alliances, scission de l'Abaco, d'où résulta un compromis. Joseph Kasavubu fut élu président par le Parlement, Lumumba étant Premier ministre. Au moment de l'indépendance du pays, le roi des Belges se rendit en personne à Léopoldville, future ville de Kinshasa, pour assister aux cérémonies consacrant la fin de l'union coloniale entre la Belgique et le Congo, et marquant la naissance sur la scène internationale de ce nouvel État francophone, langue officielle d'Afrique. 1.1.2. L'indépendance de la Première République du Congo, 1960 à 1965. Le Congo belge devint indépendant en 1960 en tant que République du Congo, tandis que l'ancienne colonie française voisine du Moyen Congo adoptait le titre de République congolaise. Le 11 juillet 1960, les dignitaires du Katanga, sous la direction de Kapenda Tshombe Moïse, déclarent l'indépendance, sécession. Les autorités du Katanga parviennent à créer leur propre monnaie et leur propre police. L'assassinat de Patrice Lumumba en 1961 et la reprise du Katanga et du Sud Kasaï, qui avait fait sécession au lendemain de l'indépendance, marqueront le début de l'ascension de Mobutu Sese Seko. La première guerre du Congo commença en 1964 après la prise de tout le nord-est du pays et d'une petite partie de l'est, Lac, par les partisans de Lumumba. Les populations furent enrôlées de force et beaucoup d'exécutions furent signalées. 1.1.2.1. La Première République démocratique du Congo sous Mobutu, 1965 à 1971. Mobutu Sese Seko s'emparera définitivement du pouvoir en 1965. La libération de Stanleyville marque le début des années de guerre jusqu'en 1966. Toute cette région aura vu des atrocités, massacres, qui firent au moins 500 000 morts civiles et militaires. Il aura fallu l'intervention des troupes étrangères pour mettre fin à ce carnage. Malheureusement, ce ne fut que de courte durée et depuis, les guerres se sont succédées. 27. Le titre République démocratique fut adopté en 1966. Dès lors, il n'y aura plus de confusion avec la République congolaise voisine dont le nom va aussi changer en République du Congo. Mais les deux républiques du Congo étaient généralement distinguées par leur capitale, à savoir Congo-Léopoldville et Congo-Brazzaville. La zaïrianisation forcée sous le régime de Mobutu, 1971 à 1997. Dans les années qui suivent la prise du pouvoir par le général Joseph Désiré Mobutu, ce dernier entame à partir de 1972 une campagne d'authenticité. 1.1.2. de Mobutu à Washington en 1973. La zaïrianisation est le mouvement politique créé par Mobutu Sese Seko dans la République du Zaïre au cours des années 1970, consistant à revenir à une authenticité africaine des toponymes et des patronymes, en supprimant tout ce qui était à consonance. Le 27 octobre 1971, le président Mobutu annonce le recours à l'authenticité, une série de mesures pour se détacher de tout ce qui peut rappeler l'Occident et sa domination. Le pays est renommé République du Zaïre. Le général Joseph Mobutu devient Mobutu Sese Seko Kukuengbendu Zabanga et oblige tous ses concitoyens à adopter des noms africains.
suppression des prénoms chrétiens et occidentaux, et ajout d'un post-nom. L'Abacoste est promulgué. Une nouvelle monnaie, le Zaïre divisé en 100 makuta, singulier likuta, remplace le franc congolais. De nombreuses villes sont rebaptisées. Les monuments coloniaux sont retirés. Un point de zaïrianisation. Réalisé dans le courant de l'année 1974, la zaïrianisation a constitué l'un des événements des plus importants de la politique menée par le régime moboutiste, à savoir la nationalisation progressive des biens commerciaux et des propriétés foncières qui appartenaient à des ressortissants ou groupes financiers étrangers. En réalité, si cette mesure s'inscrivait officiellement dans un effort visant à la réappropriation nationale de l'économie ainsi qu'à la redistribution. 28. Des richesses acquises pendant la colonisation, elle a constitué surtout un échec. Après la Première Guerre du Congo, Mobutu, nouveau chef d'État, s'est engagé à regagner la confiance des milieux d'affaires étrangers. En 1966, les puissantes industries minières du Kasaï et du Katanga ont été nationalisées. C'est alors l'âge d'or du Congo, maintenant indépendant. En 1967, un franc congolais vaut alors 2 dollars américains, les écoles publiques se développent et l'exode rural s'accélère. Les prix du café, du cuivre ou d'autres minerais sont florissants, mais l'économie du pays est encore, comme à l'époque coloniale, trop tournée vers l'exportation et donc fragile. Après 1973, le pays est touché par une crise économique aiguë, due à la baisse des prix du cuivre et à l'augmentation de ceux du pétrole. La corruption se généralise et l'inflation devient galopante, tandis que Mobutu privatise de nombreuses entreprises à son nom ou au nom de ses proches. Zaïrianisation. Le pays produit d'importantes quantités de café pour l'exportation, mais ne couvre pas ses besoins alimentaires. Mobutu fait importer des céréales et de la viande d'Afrique du Sud et de Rhodésie, deux régimes ségrégationnistes, au lieu de moderniser l'agriculture du pays qui, vu son climat, pourrait facilement subvenir à ses besoins. De manière générale, les nouveaux propriétaires des biens économiques et financiers n'étaient pas suffisamment préparés pour assurer une gestion à moyen et à long terme de l'outil de production. Ceux qui n'ont pas fait faillite ont placé d'immenses investissements en Occident. Mobutu détourne les devises d'État de telle façon qu'en 1984, il est un des hommes les plus riches de la planète avec 4 milliards de dollars, l'équivalent de la dette extérieure du pays. La dette s'accroît encore plus avec la construction pharaonique du barrage hydroélectrique d'Inga, chantier légué par la Belgique coloniale et dont le Zaïre n'avait pas besoin. Si le barrage d'Inga a rapporté de l'argent aux entreprises françaises, EDF ou italiennes, celui-ci, tout comme l'acierie de Maluku, a vite été abîmé. Cette politique nationaliste du régime eut aussi pour conséquence de freiner les investissements étrangers au Zaïre, favorisant in fine une forme de monopole d'entrée de capitaux étrangers dans le chef des différents fonds de coopération au développement. 29. La dictature, les persécutions et la paupérisation font fuir les cerveaux en Occident, Belgique et France en tête. La mise à disposition de fonds commerciaux et de patrimoines économiques a également constitué un relais du clientélisme entretenu par le pouvoir. Le clan entourant le chef de l'État a ainsi pu bénéficier des fruits de la politique de nationalisation, tout comme ceux qui, dans les différentes régions du pays, faisaient allégeance au régiment. Échange d'un commerce ou d'une propriété foncière. De nombreux pays occidentaux ont signé des conventions avec le Zaïre afin de procéder à l'indemnisation des parties spoliées, mais dans beaucoup de cas, ces accords n'ont jamais été appliqués. À partir de 1974, de nombreux biens des étrangers sont confisqués, zaïrianisation. C'est le prélude au départ de nombreux étrangers qui quittent le pays. L'économie commence à péricliter. Le régime semble être absent dès les années 1990. Mobutu est renversé par Laurent-Désiré Kabila en 1997 lors de la Première Guerre. Lors de la guerre de la FDL, le pays retrouve son nom de République démocratique du Congo. Actuellement, l'ONU maintient la présence de militaires de différents pays dans le cadre de la MONUSCO, mais les violences continuent. La guerre aurait fait 3,8 millions de morts, chiffre d'un responsable congolais commentant un rapport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU 2003.
En 2006, Constitution de la Troisième République, texte intégral, adopté par référendum, confirmé par la Cour suprême le 4 février 2006. La Constitution a été promulguée par le chef de l'État le 18 février 2006. 2003 à 2006, Constitution de la Transition, texte intégral, en vigueur jusqu'au 18 février 2006. 30 décembre 2006, démission le 25 septembre 2008 d'Antoine Gizenga. 10 octobre 2008, dans le cadre de la coalition entre l'AMP et le PALU, Adolphe Musito est nommé nouveau Premier ministre. 30. 1.3 après Mobutu. En mai 1997, l'AFDL, dirigée par Laurent Désiré Kabila, prit le pouvoir et évinça le régime de Mobutu Sese Seko à l'issue de la Première Guerre du Congo. Sous Laurent Désiré Kabila, le gouvernement et les entreprises publiques entamèrent un programme de reconstruction. Le gouvernement commença par réformer le système d'imposition corrompu, les forces de police, et initia la remise en état du réseau routier laissé à l'abandon. Le franc congolais fut réintroduit et redevint la monnaie nationale. En août 1998, la guerre éclata en rez-de-chaussée à la suite de désaccords entre Laurent Désiré Kabila et ses anciens alliés du Rwanda et de l'Ouganda. À cette époque, quelques progrès avaient déjà été réalisés pour le rétablissement de l'économie du pays, mais les problèmes majeurs d'infrastructures de transport, de douane et d'imposition restaient pendants. Les finances publiques de l'État n'avaient pas été assainies, et les relations avec le FMI et la Banque mondiale furent suspendues à la suite de l'impossibilité de finaliser un accord avec le Fonds d'investissement de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, en faveur de la République démocratique du Congo. Le début de la Deuxième Guerre du Congo en août 1998 fut à l'origine du déclin de l'économie qui s'est poursuivi jusqu'au milieu des années 2000. Le territoire se retrouva divisé entre une zone gouvernementale et des zones rebelles, ce qui mit fin au commerce entre ces zones. Dans leur ensemble, les relations commerciales entre les différentes régions du pays restent faibles encore aujourd'hui. Après une reprise de l'inflation en août 1998, le gouvernement commença à essayer de réguler les prix par des lois. Il reprit également le contrôle des exportations. Ensemble, ces mesures affectèrent grandement la continuation des activités liées au commerce extérieur. De plus, les succès restreints de la lutte contre l'inflation et la dépréciation de la monnaie furent anéantis dès le début de l'offensive rebelle dans l'est du pays. La guerre réduisit drastiquement les revenus du gouvernement et accrut la dette extérieure. Les acteurs du commerce extérieur se firent moins présents, cela étant lié aux incertitudes sur l'issue du conflit et à l'augmentation du contrôle et de la pression fiscale du gouvernement. L'écart important entre le taux officiel et celui pratiqué en rue, par les cambistes de rue, pour la vente de francs congolais contre des dollars. 31. Américain amena les commerçants à évaluer leurs biens importés au taux officiel, pour acheter des devises locales. Les ressources de l'Est du pays furent désormais exploitées par les forces rebelles ou les occupants étrangers. Le Rwanda devint par exemple exportateur de diamants et de coltan, bien que n'en disposant pas sur son territoire national. Les infrastructures défaillantes, un cadre légal incertain, la corruption, un manque d'ouverture économique et financière de la part du gouvernement restent des freins à l'investissement et à la croissance économique. Le FMI et la Banque mondiale multiplient les collaborations avec le nouveau gouvernement, en vue de restaurer des plans économiques cohérents, mais les réformes institutionnelles peinent à suivre. Face à la dépréciation de la monnaie, le gouvernement prend des mesures drastiques en janvier 1999. Le dollar américain est banni des transactions commerciales courantes, position revue plus tard. Le gouvernement peine toujours à promouvoir les exportations, bien que l'impression de nouveaux billets ait repris. La croissance économique est fortement négative en 2000 de par la difficulté à satisfaire les conditions fixées par les donateurs institutionnels, les faibles exportations et l'instabilité régnante. Les conditions économiques se sont améliorées depuis fin 2000, avec le retrait de la plupart des troupes d'occupation. Plusieurs missions du FMI et de la Banque mondiale sont intervenues pour mettre en place des plans de développement,
et le gouvernement de transition a commencé la mise en œuvre des premières réformes. Une grande part de l'économie du pays reste cependant hors des indicateurs du PIB, l'économie souterraine restant majoritaire, étant toujours dominante. Avec une paix relative dans le pays depuis 2003, la rez-de-chaussée envisage d'augmenter ses exportations d'électricité vers le Zimbabwe et l'Afrique du Sud jusqu'à 500 MW, essentiellement produite à partir du barrage d'Inga. La distribution d'électricité est actuellement confiée à une société zambienne, la CEC. 1.4 La République démocratique du Congo, un géant en devenir. Le taux annuel de croissance exponentielle de 1920 à 1959 à prix constant est élevé. 4,8% au total et 5,9% pour l'économie moderne, à l'exclusion. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.